Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ce livre-ci que vous attendez beaucoup je pense, Les Noces de la Renarde de Florian Soulas, paru chez Scrinéo. On continuera ensuite avec 7 secondes de Tom Easton, paru chez Lumen. Je vous parlerai ensuite de Orphea Fabula et l'étoile de Saint-Pétersbourg de Marie Aligno, paru chez Pulp Fiction. Et on terminera avec une fin de saga et Delirium, le tome 3 de Lauren Oliver, paru chez Hachette dans leur collection Black Moon. Allez, on commence tout de suite avec ce livre-ci. Vous avez été nombreux à me dire dans les sorties livresques lorsque je vous l'ai présenté que cette sortie vous faisait envie. J'ai eu la chance de le recevoir en avant-première grâce aux éditions Scrinéo, donc un grand merci à eux. Et ma foi, ça a été une super lecture, je l'ai bouffé en 2 jours. C'est pour vous dire que c'est passé crème. Dans cette histoire, nous allons suivre 2 époques différentes. Une première époque en 1461 avec Hikari, une jeune femme qui vit avec sa famille dans les bois. Oui, c'est très particulier. En fait, ce sont des yokai, des esprits de la forêt, des petits dieux japonais. Et Hikari est particulièrement intéressée par le village d'hommes qui se situe en bas de la vallée. Ce sont des bûcherons, ils viennent assez souvent dans la forêt pour couper les arbres et Hikari les surveille du coin de l'œil et elle est curieuse de les voir et elle n'a pas le droit de les côtoyer. Et on va suivre aussi Mina en 2016 dans le Japon moderne, à Tokyo très exactement. Mina, elle, a la faculté de voir les yokai. Elle voit continuellement des fantômes. Elle voit ces êtres qui se transforment en chat ou en renard ou voilà, les yokai, elle les voit. Pour elle c'est une malédiction parce qu'elle a toujours vu cette capacité comme quelque chose qui la détournait des autres, comme tout le monde la voit comme quelqu'un de bizarre, sauf qu'une de ses camarades de classe va l'approcher et va lui demander de l'aider puisque elle ne voit pas les yokai. Pourtant, elle est dans une famille de chasseurs, de fantômes, de créatures, sauf que comme elle ne voit rien, eh bien elle est un peu embêtée pour prendre la relève. Donc elle demande à Mina de l'aider et d'être ses yeux pour remplir une mission. Je l'ai commencé un vendredi, je l'ai fini un samedi et je ne pouvais absolument plus lâcher ce livre tellement il était addictif. Alors je ne suis pas quelqu'un qui connaît particulièrement les coutumes japonaises ou la mythologie japonaise. Voilà, je n'ai jamais trop été attirée par cette mythologie. Je sais que beaucoup d'entre vous aimaient déjà à la base cette mythologie. Moi, pas vraiment. Donc ça doit être le 2e ou 3e livre que je lis à ce sujet. Donc c'est peut-être pour ça aussi, parce que j'ai été plongée dans quelque chose de nouveau que je ne connaissais absolument pas. C'est pour ça que j'ai trouvé aussi une certaine originalité. Le début est, ma foi, peut-être un petit peu compliqué. Moi je l'ai pas ressenti comme ça, mais on nous lâche beaucoup de mots, donc japonais, vraiment de vocabulaire spécifique à ce pays. Mais on vous les explique, donc vous avez quand même une bonne quantité de notes de bas de page en début de livre, mais ça n'a pas alourdi le récit. Moi c'était intéressant parce que justement ça participait à me faire découvrir une nouvelle culture. Et je me suis très rapidement mise dans cette histoire. J'ai eu une nette préférence pour tous les passages qui étaient dans le passé, donc où on suivait Hikari parce que pour moi c'était magique, c'était fantastique, c'était un monde que je ne connaissais pas avec ses yokai, avec ses kitsune. C'était magique, c'était fantastique. Tout ce qui se passe dans le présent, moi je l'ai plutôt rapproché de l'urban fantasy où on est plutôt avec des jeunes filles qui vont partir à la chasse aux fantômes, aux esprits, etc. Donc ça m'a plus fait penser à de l'urban fantasy, c'était pas désagréable du tout. Vous vous doutez bien que les 2 histoires à un moment vont se télescoper. Et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé et à un moment j'ai même été surprise parce que je m'attendais à avoir compris ce qui rapprochait les 2 histoires. Et en fait je me suis fait berner par l'auteur. Et c'était vraiment une très très chouette lecture. Et ne prenez absolument pas peur quand vous voyez cette brique parce que je vous dis, je l'ai bouffé en 2 jours et il a beau faire moins de 600 pages, et ben il est parfait
parce qu'il donne exactement les infos qu'on veut. Il développe suffisamment l'univers pour être complètement immergé dedans. Je me suis beaucoup attachée au personnage, surtout au personnage d'Ikari, parce que je pouvais comprendre un petit peu tout ce qu'elle vivait, ce tiraillement entre sa famille et sa curiosité envers les hommes, entre ce qu'elle a le droit de faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Voilà, non, c'était une très chouette lecture et je vous le conseille à 1000% parce que j'ai passé un excellent moment. Je continue avec ce livre-ci que j'ai lu en lecture commune avec Valo de la chaîne Intemporelle. Alors, c'est un one-shot. Déjà un très bon point. J'avais entendu des avis mitigés, des bons avis sur ce livre. Il date déjà d'un certain temps. Nous allons y suivre Mila qui, après avoir toujours vécu dans eh bien cherche à atteindre les îles. Les îles, ce sont un pays, si vous voulez, où il n'y a pas de guerre, où tout le monde semble vivre en paix. Nous sommes dans une dystopie où le monde entier est en guerre et voilà, comme je vous l'ai dit, les îles, c'est un pays où les gens vivent paisiblement. Ils ont tous implanté dans la tête un téléphone. Ils appellent ça un téléphone, ils sont connectés avec le monde, avec ceux qui ont des autres téléphones, ils ont accès à internet, ils ont accès à une quantité incroyable d'informations. Et Mila va suivre un de ses amis, elle va se retrouver dans les îles et quand on va découvrir qu'elle est un petit peu un passager clandestin dans ces îles, on va essayer de récupérer des informations, de savoir pourquoi elle est là, de savoir qui elle vient voir, pourquoi, etc. Avec qui elle est en contact, on lui implante au téléphone et à ce moment-là on se rend compte qu'elle a déjà quelque chose dans la tête qui s'apparente à une bombe. Donc Mila va être poursuivie, va être recherchée et on va tout faire pour lui remettre la main dessus puisque c'est potentiellement une terroriste. Sauf que Mila n'a absolument aucun souvenir, elle ne sait pas pourquoi elle a ce truc dans la tête, elle ne sait pas comment il est arrivé là et elle va tout faire pour ne pas se faire tuer par ces gens des îles qui la pourchassent. C'était une lecture en demi-teinte pour moi. Si vous voulez, on est très rapidement dans l'histoire, on est très rapidement dans l'action. En fait, dans ce livre, il n'y a que de l'action. Continuellement, on est à la poursuite de Mila, on est dans des courses-poursuites infernales, des courses-poursuites infernales. Ça ne s'arrête jamais. Et en fait, ce surplus, toujours d'être dans la surenchère d'action, et bien au bout d'un moment, je dois dire que ça m'a lassée. Au début de ma lecture, il me manquait un contexte, il me manquait une vue sur l'extérieur. J'avais envie de comprendre le contexte mondial, de comprendre ce qui s'était passé pour que le monde en soit réduit à ça. On nous l'explique, ça j'ai apprécié, donc par petites touches on nous l'explique. Par petites touches aussi on a des flashbacks pour voir ce qu'était la vie de Mila avant. Simplement, voilà, je vous dis le gros point noir qui sera peut-être un avantage pour les autres, c'est qu'il y a beaucoup d'action. J'avais l'impression de me retrouver dans un Jason Bourne du futur. Voilà, le gars il ne sait rien, il veut découvrir ce qui se passe et tout le monde le pourchasse pour le tuer. Bah c'est un peu la même chose pour Mila, à tel point que à la fin on a une énorme course-poursuite, hein, dans la même lignée de tout ce qu'on a depuis le début. Et j'en pouvais plus quoi, elle se prolongeait sur des pages et des pages et des pages. Et je dois vous avouer que j'ai lu en diagonale parce que ça m'a complètement lassée. Après, c'est un bon livre je pense, c'est plutôt bien développé au niveau de l'univers. Mila est un petit peu attachante, oui. Mais trop d'action a tué l'action pour moi, donc voilà, je reste mitigée sur cette lecture. On continue avec une lecture bien plus légère, quoique pas si légère que ça, puisque je vous parle du nouveau tome de Orphea Fabula. Cette fois-ci on se retrouve en Russie. On est quelques années avant la révolution d'octobre de 1917. Orphea se retrouve propulsée dans un ballet, une école de ballet, comme c'est un petit peu la culture russe, l'école de ballet. Elle doit, comme d'habitude, rechercher
un cristal noir et le ramener dans notre présent pour son organisation secrète. C'est une espionne. Elle va se retrouver donc en Russie à cette époque-là, à une époque de grande tension entre les révolutionnaires et la famille royale. On va se retrouver aussi dans tout ce qui est de la culture, de la danse, du ballet, son exigence russe. Et voilà, sous couvert d'une histoire, d'une enquête pour retrouver un cristal, c'est hyper bien fait parce qu'on est plongé dans la culture russe et à une époque de grande tension. On va rencontrer Lénine dans ce livre, on va rencontrer d'autres personnages qui ont fait l'histoire, tout simplement, et c'était vachement bien fait. Encore une fois, ça se lit extrêmement vite, on a des petites illustrations qui donnent le ton. À la fin de ce livre, comme toujours, vous avez une partie bonus où ici on va vous expliquer un petit peu les communistes, bolcheviks, Lénine, la famille Romanov, voilà. C'est culturel et Orphella et badass comme d'habitude. J'ai adoré, c'était une lecture hyper plaisante où on apprend des choses, donc on apprend en s'amusant, c'est parfait. Et je termine avec cette fin de saga de Delirium. Le premier avait été une excellente lecture, le second, voilà, je m'étais ennuyée. Ce troisième tome, je l'ai beaucoup plus apprécié que le second tome. Il n'est pas au niveau du premier, mais que voulez-vous, c'est déjà pas mal. Je ne l'ai pas détesté comme je n'ai pas aimé le second tome. Nous continuons à suivre Lena. Lena vit dans un monde où l'amour est interdit. L'amour est considéré comme une maladie mortelle. Donc tous les jeunes à 18 ans se font inoculer un remède, se font vacciner on va dire. Et après ça, ils n'ont plus de sentiments. Ils vivent leur vie d'une banalité, d'une platitude saine. Sauf que Lena, elle va rencontrer un garçon et toute sa vie va basculer, toutes ses convictions sur son monde vont basculer. Et voilà, on est dans ce troisième tome, c'est la résolution. Je vous avais dit que dans le second tome, on voyait se profiler un triangle amoureux. Bingo! Il est là, il est beau, il est tout neuf, il est exactement comme tous les triangles amoureux. Lena fait des allers-retours entre son amour et son amour. Mais en fait non, il ne m'aime pas, donc je retourne voir l'autre. Ah mais l'autre, il est un peu plat, mais j'aime quand même l'autre. C'est l'aspect qui m'a le plus gonflé de ce livre. Voilà, je n'en peux plus des triangles amoureux. Tout simplement, ça ne me va plus. J'ai passé l'âge, je crois, je ne peux plus. Ça me sort par les oreilles. Donc voilà, c'est l'élément perturbateur de ce livre. Par contre, il y a quelque chose qui est vachement bien fait, c'est que maintenant, au lieu de suivre que Lena, on va suivre Anna, une de ses amies qu'on avait découvert dans le premier tome. Et Anna a subi ce remède. Elle a été guérie, elle est intégrée à la société et on va voir en fait tout ce qu'elle ressent ou ne ressent pas. Tout ce qui va lui arriver, toute sa prise de conscience à elle, mais d'un autre point de vue parce qu'elle n'a pas fui comme Lena, elle est complètement dans la société et c'est ce que j'aime dans une dystopie. J'aime qu'on soit au cœur de la société et qu'on lutte au cœur de la société. Pas qu'on soit complètement à l'extérieur comme Lena. Voilà. Donc ça c'était un point particulièrement positif. J'ai adoré suivre Anna. Ça changeait un petit peu vraiment de Lena et de son triangle amoureux qui me sortait par les oreilles. Donc Anna c'était le gros point fort de ce livre. Après, un peu comme le tome 1, un peu comme le tome 2, il n'y a pas vraiment d'originalité. Ça se lit vite, mais c'est pas exceptionnel. Voilà, c'est pas exceptionnel. Et si vous n'aimez pas les triangles amoureux, partez en courant parce que là, c'est les stéréotypes du triangle amoureux. Mais au moins, j'ai terminé une saga. Voilà. Commencé en 2019, fini en 2019, on n'en parle plus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous ai présenté ces 4 livres, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.